J'ai une question pour vous. D'après vous, quel pourcentage d'enfants, d'ouvriers et d'employés réussissent à atteindre l'enseignement supérieur en France? Je vois vos regards interrogatifs, alors je vais briser tout de suite le suspense. 41%. 41%, retenez bien ce chiffre. 41% des enfants, des ouvriers et d'employés atteignent l'enseignement supérieur en France. Je dis pas faire un master ou une licence, juste atteindre l'enseignement supérieur, même un semestre de fac. 41% contre 73% pour les enfants de cadres et de parents ayant des professions dites intermédiaires. 41% alors qu'il s'agit là des enfants de plus de la moitié de la population active. Il y a une certaine dissonance ici. Et des chiffres comme ça, je pourrais vous en donner à l'appel, en particulier pour les filières un peu plus sélectives comme celles des grandes écoles. Parce que la France est l'un des pays de l'OCDE où l'origine sociale pèse le plus sur la réussite scolaire. C'est-à-dire qu'en France, l'école, elle ne limite pas les inégalités, au contraire, elle les amplifie. Pourtant, ici, qui n'a pas déjà entendu un « quand on veut, on peut », avec un peu de volonté, on peut s'en sortir. Vous savez, ces petites phrases bien culpabilisantes, ces petites phrases qui mettent la responsabilité de la non-réussite sur celles et ceux qui n'ont même pas conscience d'à quel point leur environnement et leur réalité personnelle les limitent. Ces petites phrases, moi, elles m'énervent. Et j'ai envie qu'on passe à autre chose. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. En France, quand on veut, eh bien, on ne peut pas, toujours. Et ça, il faut le dire. Et il faut le dire parce que les hommes peuvent mentir et dire que tout est possible. Mais les chiffres, eux, ils ne mentent pas. Les inégalités en France, elles sont chiffrées et elles sont persistantes. Le déterminisme social, il existe. Personne n'est imperméable à son environnement, malgré sa volonté, malgré son ambition. Et ça, c'est important de le garder en tête. Et je le dis avec un petit pincement au cœur, parce que moi, j'ai grandi avec le mythe de la méritocratie républicaine. Cette idée que le travail paie, qu'en faisant des efforts, on atteint un certain stade dans la société. C'est un mythe, mais c'est un mythe qu'il faut dépasser si on veut lutter concrètement pour l'égalité des chances. 41%, c'est ridicule. C'est rien du tout. Ça voudrait dire, indirectement, que tous les autres n'auraient pas assez travaillé? C'est faux. Et c'est important de le dire. Alors moi, j'ai un parcours un peu particulier. Je viens d'un milieu social qui est un peu nul, je peux le dire. Certains diraient même CSP-. J'ai aggravé mon cas en faisant une formation professionnalisante après le bac. Mais je suis quand même rentrée en grande école, à l'ENS. Je suis un peu une anomalie statistique. Et certains, souvent, face à ça, ils me disent « Oui, mais toi, Cara, t'étais une tête à l'école, c'est normal. » Mais moi, je reste très lucide vis-à-vis de mon parcours. Parce que des têtes, j'en ai connu des tonnes. Des enfants qui étaient vifs, brillants, ambitieux, intelligents, souvent bien plus que moi, et qui pourtant n'ont absolument pas eu la même trajectoire scolaire que la mienne. Voire qui même, pour certains, n'ont même pas pu accéder à l'enseignement supérieur. Parce que je le rappelle, en France, étudier, ce n'est pas systématique. Ce n'est pas une évidence pour tout le monde. Et en même temps, ça fait assez sens. Parce qu'on a beau être intelligent et avoir des capacités scolaires, qu'est-ce que ça vaut vraiment quand on n'a pas de réseau, quand on n'a pas d'argent, quand on n'a pas de parents ou de professeurs qui nous soutiennent, quand on n'a pas de campus à proximité? Qu'est-ce qu'on en fait? Pas grand-chose. On n'en fait pas grand-chose. Et en vrai, ça fait sens. Imaginez tenter de gravir une montagne à l'aveugle, sans information préalable, sans guide. Vous êtes novice. Vous allez vous casser la gueule. C'est évident. Alors, je suis sûre que certains et certaines ici me diraient « Oui, mais moi, je pense que je pourrais y arriver. » Oui, ok, parce que dans la vie, il y a toujours des fulgurances. Mais dans la majorité des cas, il y aura de la casse. Une casse qui n'est pas belle à voir d'ailleurs. Et c'est ça qu'on observe dans l'enseignement supérieur en France. Des jeunes qui sont seuls et qui ne sont pas accompagnés. Bourdieu, il avait cette phrase que je trouve très intéressante. Il disait « Nous naissons déterminés et nous avons une petite chance de devenir libres. » Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'histoire, et surtout l'histoire en France, elle nous montre que la liberté, elle s'obtient par le collectif. Elle s'obtient par le collectif, c'est-à-dire que si on veut qu'il y ait plus d'égalité des chances, nous devons faire preuve de solidarité ensemble. Nous devons travailler ensemble. Moi, ce qui m'a aidé dans mon parcours, ce n'est pas spécialement mon potentiel ou mes notes. Oui, bien sûr, ça a joué. J'ai travaillé. Mais comme tant d'autres au final. Alors pourquoi moi ça a fonctionné? Ça a fonctionné parce que j'avais une banquière qui m'a parlé des dispositifs de prêt à taux zéro
pour pouvoir étudier sans me soucier du lendemain. Parce que mes parents m'ont dit, tu sais, Cara, c'est pas grave de faire des études qui sont pas si rentables que ça. Parce que j'ai eu des amis qui m'ont dit, Cara, franchement, ton CV, il pue. Si tu veux un job d'été, ça va pas fonctionner. Parce que j'ai eu la chance d'avoir une professeure qui en L2 m'a dit, OK, statistiquement, il y a peu de chances que tu intègres l'ENS, mais fais-le quand même, on sait jamais. C'est la solidarité, c'est la confiance des personnes autour de moi qui ont fait la différence. Et c'est ça qui fait la différence dans la majorité de nos parcours. Et on s'en rend pas compte. On présente encore trop souvent la réussite comme étant quelque chose de très individuel. C'est la figure du montagnard, qui se fait seul, qui gravit seul, qui réussit seul, sans personne. Ça, c'est un mythe. Tout le monde a eu quelqu'un, au moins quelqu'un, dans son parcours qui l'a aidé, directement ou indirectement, qui lui a donné la bonne info, qui lui a fait confiance, qui l'a entendu, qui l'a cru. Et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler. L'éducation, c'est un droit. Et sa qualité, c'est une responsabilité collective. Je le répète, l'éducation est un droit et sa qualité, une responsabilité collective. Et là, sûrement, vous vous dites, ouais, mais moi, à mon échelle individuelle, qu'est-ce que je peux vraiment faire au final? C'est le rôle normalement de nos dirigeants, de nos institutions, des activistes dans le milieu associatif. C'est eux qui peuvent faire changer les choses. C'est pas à l'échelle individuelle que je peux changer la situation. Mais moi, je vous dis que si, en fait. Vous pouvez changer la situation à votre échelle. Transmettre les informations, les rendre accessibles, parler de votre parcours, ça peut faire la différence. Repensez un peu à votre parcours. Je suis sûre qu'on a tous ici croisé un jeune qui a abandonné, qui a lâché les études, qui avait un potentiel brillant, mais qui n'a pas réussi à concrétiser, qui était ambitieux, mais qui n'a pas pu. Pas par manque de travail ou d'ambition, mais parce que, par exemple, il ne savait pas que tel prépa ou tel concours existait. Parce qu'il n'était pas au courant de dispositifs d'aide. Parce qu'il n'avait pas confiance en lui. Parce qu'il ne savait pas comment faire un bon CV. Parce qu'il ne savait pas comment mener un entretien de motivation comme il faut. C'est à ce niveau-là, chacun et chacune peut faire la différence. C'est en aidant les autres, en les écoutant et en les soutenant. Et vous-même, repensez aussi à votre parcours, à toutes ces personnes, ces individualités qui ont fait la différence, qui vous ont soutenu, qui vous ont aidé, qui vous ont cru. Ces personnes, elles ont fait la différence et c'est un véritable réseau de solidarité invisible qu'on ne voit pas. Parce que quand on parle de réussite, on pense trop encore au travail, à cette idée qu'il suffirait de bien travailler, d'aller à fond, de s'acharner pour réussir des choses. Non, ce qui compte le plus, c'est la chance, certes, et c'est aussi notre environnement, notre capacité à être soutenu par les autres. Quand je vous donnais cette phrase de Bourdieu tout à l'heure, nous naissons déterminés, nous avons une petite chance de devenir libres, c'est pour vous faire un appel à la communauté. Ayons l'ambition de faire communauté quand il s'agit d'égalité des chances. Ayons l'ambition d'aller vers les autres, de les soutenir. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, quand j'ai commencé mes études, j'étais une jeune fille, j'avais à peine 16 ans. J'étais pleine de rêves, pleine d'ambition, avec des parents qui avaient de grands espoirs pour moi, mais qui m'ont laissé une certaine liberté. Et je les remercie pour ça. Mais j'étais perdue, parce que moi, je connaissais personne qui avait un parcours comme le mien. Je connaissais personne qui avait intégré une grande école sur dossier. Je savais même pas que c'était possible de faire une formation technique comme un UT et ensuite d'aller vers des formations plus prestigieuses. Je savais pas parce que j'avais un schéma en tête, la prépa, la grande école, le CDI. Et j'avais déraillé parce que moi, je ne me sentais pas prête à aller dans ce genre de chemin. Parce que j'avais pas assez d'informations. Parce que j'étais pas assez riche aussi, tout simplement, il faut le dire. Donc j'avais pas d'informations, j'étais seule et j'ai galéré à cause de ça. Et je sais ça que c'est un questionnement que les jeunes qui souhaitent rentrer par AST, donc par admission sur titre, dans les écoles de commerce et d'ingénieurs ont également. Ils n'ont pas toujours l'information, ils savent pas comment faire, ils n'ont pas la bonne méthode. Certains y arrivent et beaucoup échouent. Et ça, on ne les voit pas. Ils le mentionnent pas. C'est pas stylé de le dire sur LinkedIn qu'on a échoué, qu'on n'a pas été pris dans une école. Donc le fait d'avoir galéré, ça m'a donné envie de faire quelque chose pour les autres. Je me suis dit, comment est-ce que je peux aider, moi, à mon échelle? Donc, une fois entrée en école, j'ai choisi de créer une plateforme qui s'appelle ENS sur DOS. C'est une plateforme qui donne accès à toutes les informations possibles et inimaginables pour savoir comment rentrer sur le dossier à l'école normale supérieure de Lyon. C'est super niche. C'est une école à Lyon,
avec, je sais pas, peut-être 1000 étudiants. Mais je me suis dit que ça valait la peine parce que si j'avais eu l'idée d'intégrer l'école, c'est bien qu'il y a d'autres élèves en France qui peuvent avoir cette idée. Donc j'ai créé la plateforme et j'ai mis dessus des conseils, puis des témoignages. J'ai sollicité tous les étudiants de mon campus. Je les ai harcelés pendant des mois. Sur Messenger, parce qu'à l'époque, on utilisait encore beaucoup Facebook. Sur Instagram, par message, en vrai, je leur disais, s'il vous plaît, j'ai un Google Form, témoignez. Racontez-moi, comment s'est passée votre admission? D'où est-ce que vous venez? Quel a été votre parcours? Et de fil en aiguille, j'ai réussi à réunir une centaine de témoignages. Des personnes qui aujourd'hui, quand elles le souhaitent, peuvent accompagner des jeunes qui souhaitent candidater, qui ont besoin d'une relecture de CV, de lettres de motivation, qui ont besoin de conseils pour les entretiens. C'est minime, c'est une goutte d'eau, on pourrait me dire. Et pourtant, ça fait la différence. Quand je parlais de responsabilité collective tout à l'heure, je dis pas que chacun et chacune d'entre nous a le pouvoir de garantir l'égalité des chances et de contrer le pouvoir de la chance dans nos parcours respectifs. Mais je dis que chacun à notre échelle, on peut quand même aider quelqu'un, aider les autres. Même 1 heure par an dans votre vie peut faire la différence dans la vie de plusieurs jeunes. Et je dis pas ça juste comme ça pour faire une jolie phrase et vous impacter. Non, je dis ça parce que les jeunes mentors de ma plateforme ENS sur DOS, quand ils sont sollicités, ils prennent quelques minutes de leur année, sur à peu près 6 semaines, c'est le temps de la période de candidature, où ils répondent à des questions, ils répondent au stress, ils rassurent, ils disent, vas-y, toi tu peux. Ça leur coûte rien. Quelques minutes, ça change rien à une vie, on pourrait se dire. Bah si. Parce qu'aujourd'hui, ce sont plusieurs milliers de jeunes qui sont au courant de cette voie d'admission, et c'est une dizaine de jeunes qui ont pu rentrer dans cette école, alors que c'est une voie d'admission à moins de 10% de réussite. Quelques minutes peuvent bousculer ta vie, comme disait un célèbre rappeur. Et je vous dis vraiment ça parce que je ne crois pas qu'il y ait une seule manière de s'engager pour l'égalité des chances. Je ne vous dis pas tous de créer une plateforme. Parce que moi, en rentrant en grande école, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu beaucoup de privilèges. J'ai eu accès à un réseau, à du temps, à de l'argent, ce qui n'est pas le cas de la majorité des étudiants. Mais il y a d'autres manières de s'engager. Vous pouvez retourner dans votre ancien lycée pour témoigner de votre parcours. Vous pouvez vous engager dans des associations comme des territoires aux grandes écoles ou la FEV. Vous pouvez témoigner au cours des forums d'orientation ou sur les réseaux sociaux. Mais peu importe la forme, ce qui compte, c'est de passer le pas. Engagez-vous. Engagez-vous pour les autres parce qu'on a besoin de cette solidarité. On a besoin de personnes qui nous guident et qui nous disent c'est possible. Voici les manières. Qui nous donnent les bonnes astuces, qui nous soutiennent. Parce qu'on n'a jamais été si seul. Vous vous rendez compte? On a les réseaux sociaux. On a tout ce qui pourrait nous faire rêver. Et pourtant, on se sent isolé. On se sent délié des autres. Et justement, quand j'ai créé la plateforme ENS sur DOS au début, je voulais absolument que ce soit qu'une plateforme digitale avec quelques conseils et peut-être des témoignages un peu comme ça. Puis je me suis dit, qu'est-ce qui change vraiment le parcours de quelqu'un? Est-ce que c'est lire des informations sur Internet, comme on le fait tous les jours, ou est-ce que c'est dialoguer avec quelqu'un qui nous regarde dans les yeux, qui de vive voix nous dit, non, mais en vrai, c'est une bonne idée ce que tu fais. C'est l'humain qui fait la différence. Et je trouve que des fois, à force de trop vouloir hyper le digital, l'IA et toutes ces solutions technologiques, on oublie que ce qui compte, ce qui est central, c'est l'humain. C'est la discussion. C'est la confiance. C'est la solidarité. C'est ce lien qui est important. Alors là, vous vous demandez sûrement, ouais, bon, c'est sympa tout ce que tu racontes, mais comment on devient un bon mentor? Je dis pas que j'ai une recette universelle, mais de ce que j'ai pu apprendre de mon expérience, il y a 3 leçons que j'aimerais vous partager. La première, qui va sembler un peu paradoxale, c'est qu'un bon mentor, il doit apprendre à prendre de la distance avec sa propre expérience. Souvent, quand on mentor, on a la tendance à vouloir parler de ce qu'on a vécu, de ce qui a échoué, de ce qui a réussi, de ce qui nous a traumatisé, de ce qui nous semble pertinent, de ce qui nous semble bien fonctionner, de la bonne recette, quoi. Mais il faut garder en tête que chacune de nos expériences, de notre trajectoire est unique, en fait. On évolue tous dans un contexte socio-économique précis, dans un contexte de hasard qui est précis. On a des bonnes rencontres, on a de la chance, on a la bonne tête, des fois, le bon contact, le bon mot, on a le bon timing. Chacune de nos trajectoires, elle est unique. Et les personnes que vous mentorez, je l'espère après, elles ont aussi une trajectoire qui est unique. Et des fois, ce qui a marché pour vous, ce qui a été un tremplin pour vous, peut être un obstacle pour d'autres personnes, peut les empêcher de réussir, à cause d'un accent, d'une couleur de peau,
d'une discrimination, d'un mauvais timing, d'une mauvaise opportunité, d'un mauvais contact. Des fois aussi, ça arrive. Et malheureusement, quand on ne se détache pas de l'idée qu'il est possible de reproduire les mêmes recettes, parce que tout serait possible avec X ou Y méthode, on se soumet à des déceptions. Et des déceptions qui sont assez vives d'ailleurs. J'ai accompagné des jeunes et je leur disais, ouais, mais en vrai, tu devrais faire un stage là, et puis ensuite écrire ton CV comme ça. Et puis ça fonctionnait pas. Et je me disais, ok, soit c'est moi le problème, soit peut-être que c'est eux le problème. Et j'oubliais complètement que moi, j'ai réussi dans un contexte précis, mais ces personnes ont des réalités qui sont complètement différentes. Moi, je suis née en banlieue, j'ai grandi dans une grande ville, à Lyon, mais j'avais des jeunes que j'ai accompagnés qui venaient du fin fond de la Poitou-Charentes, du fin fond du 9-4. C'est des réalités qui, même, sont assez distantes et lointaines. Et j'avais pas toujours conscience, avant de commencer à les accompagner, d'à quel point elles avaient des difficultés qui étaient spécifiques. Pourtant, j'avais l'impression d'être une bonne mentor, de bien savoir écouter, d'être empathique. Mais quand on n'est pas dans les chaussures de quelqu'un d'autre, on n'a pas conscience de ces batailles. Et il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Il faut savoir prendre de la distance. Oui, un mentor, il te dit, vas-y, tu peux, lance-toi. Mais il doit aussi se dire, il ne suffit pas de bonne volonté pour y arriver. Il y a d'autres facteurs, des facteurs qu'on ne contrôle pas. Et ça fait partie du jeu. Et l'accepter, c'est déjà se soulager d'un point. La deuxième leçon qui en découle, c'est de tuer la petite voix méritocratique de votre tête. Cette voix qui dit, ouais, mais en vrai, quand on travaille vraiment, ça peut fonctionner. Quand je vois mon parcours, que j'ai galéré, je me dis, si d'autres personnes faisaient pareil, elles y arriveraient aussi. C'est normal. Cette petite voix, elle est rassurante. Cette petite voix, elle donne du sens à nos difficultés. Elle transforme nos galères en fierté. Elle nous fait dire, ok, ça valait la peine. Et puis surtout, elle donne du sens aux inégalités qu'on observe. Parce qu'on est une société quand même assez particulière. On a des valeurs qui sont fortes, normalement. L'égalité, la fraternité. Il y a une certaine dissonance quand on doit accepter que, dans les faits, ça n'existe pas tant que ça. En tout cas, pas dans le milieu éducatif. Mais il faut l'accepter, en fait. Il faut arrêter de se dire que l'éducation, c'est un filtre. Non, l'éducation, c'est un bien commun. On a besoin que les jeunes aillent à l'école. On a besoin de citoyens éclairés. On a besoin de personnes qui poussent, qui apprécient la connaissance, qui la développent dans tous les domaines. Et il faut que l'école ne soit pas une montagne escarpée. Ou au moins, si elle l'est, que toutes les personnes qui passent avant s'assurent que le chemin le soit moins, qu'il soit moins difficile. On n'a jamais eu autant besoin d'éducation. Vous n'avez qu'à voir le monde qui nous entoure. On a besoin d'éducation scientifique. C'est pour ça que je fais de la médiation. On a besoin d'éducation aux sciences humaines et sociales. On a besoin de se comprendre. On a besoin de s'entendre. On a besoin de moins se discriminer. On a besoin de s'écouter. C'est pour ça qu'on a besoin d'école. On a besoin que les jeunes puissent aller dans l'enseignement supérieur. Et malheureusement, cette voie méritocratique, elle nous distrait. Elle nous distrait de ce combat nécessaire pour l'égalité des chances. Et surtout, elle nous distrait des faits qui sont chiffrés. Souvenez-vous de ces 41%. Moi, je trouve ça dingue des fois. Je me dis, ça veut dire que 59% des enfants d'ouvriers et d'employés n'y arrivent pas. Même un semestre. Même un semestre. C'est tellement difficile, la marche est tellement haute. Et ça fait sens parce que on a un système qui est inégalitaire, mais en même temps, c'est quand même assez inquiétant de se dire que la majorité n'est pas capable d'atteindre les études, alors que ça nous semble si évident normalement. J'imagine moi pour les gens de cette salle. La troisième chose qui est importante pour moi, c'est qu'un bon mentor, c'est quelqu'un qui n'est pas un exemple. Tu sais qu'on parle beaucoup de l'importance des role models, de ces personnes qui nous montrent que c'est possible et qui nous montrent que leur parcours est exemplaire. Moi, je pense que c'est une illusion. Un bon mentor, c'est quelqu'un qui guide. C'est quelqu'un qui, dans la forêt, va sortir une carte et va te dire, moi, j'ai pris ce chemin. Ça a fonctionné pour moi. Mais si tu veux atteindre cette montagne, en vrai, tu peux aussi prendre un raccourci. Tu peux passer par ce sentier. Tu peux décider de nager. Tu peux décider aussi de ne pas faire ce chemin. Du tout. Tu peux décider de t'arrêter là. Tu peux décider aussi d'aller vers une autre montagne qui a l'air plus simple, encore plus compliquée. Mentorer, normalement, c'est accompagner. Accompagner avec recul sur son parcours. Prendre conscience de ses biais. Déconstruire cette idée qu'on devrait forcément mériter par le travail acharné.
C'est accepter de lâcher prise d'une certaine manière. Et c'est dire à l'autre, construis ton propre chemin. Moi, je te donne des informations, mais en vrai, tu peux en faire ce que tu veux. Et c'est pour ça qu'on a besoin de solidarité. C'est pour ça qu'on a besoin d'un maximum de personnes qui s'engagent. Parce que chacun et chacune, on a des expériences à partager, qui sont importantes, qui sont des enseignements. Mais elles se complètent. Moi, je peux donner des bonnes astuces pour entrer à l'ENS de Lyon. Pour une, moi, je sais pas. J'ai jamais fait de concours, par exemple. J'ai pas fait de prépa. Je sais pas ce que ça fait de déménager, de changer de ville. Parce que je suis restée à Lyon toute ma vie. Plein de choses comme ça. Et c'est pour ça que chacun et chacune devrait s'engager ici. Imaginez si chacune des personnes de cette salle s'engageait à mentorer ne serait-ce que 2 jeunes chaque année. Juste 2. À l'échelle de toutes les personnes qu'il y a dans cette salle, ce serait l'équivalent d'une promo universitaire entière de jeunes qui seraient accompagnés. Maintenant, imaginez ça à l'échelle de votre école, puis de l'académie, puis de la région. La diversité de la représentation et des parcours possibles qui seraient présentés à des jeunes qui ont besoin d'entendre c'est possible, qui ont besoin de se sentir compris, qui ont besoin de voir autre chose. Ce serait incroyable. Pour reprendre le thème de ce TEDx, réinventer l'ambition. Pour moi, l'ambition, ça ne doit pas juste être de devenir une anomalie statistique et de s'en gargariser, de dire moi j'ai réussi, c'était bien. Ça sert à rien, ça. C'est du vent. À quoi bon réussir si tant d'autres galèrent derrière? Est-ce que c'est ça la société qu'on veut laisser à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos cousins? Ça ne fait pas sens. À chaque fois qu'on consomme ou qu'on est payé, il y a tous ces petits retraits qu'on n'aime pas trop, ces taxes, ces impôts. C'est de la solidarité. De la solidarité qui finance normalement nos écoles et nos hôpitaux quand tout fonctionne bien. Mais c'est une solidarité qui est assez passive. On se laisse faire. On est content que ça existe, mais en vrai, est-ce qu'on a envie de passer le pas pour y contribuer de manière active? Pas toujours. Parce qu'on se sent débordé par les inégalités. Parce qu'on se dit, oui, mais moi, à mon échelle, je peux pas faire grand-chose. Mais il faut changer de paradigme. Si les jeunes galèrent, c'est pas parce qu'ils n'ont pas les capacités ou pas la motivation ou l'ambition. C'est parce qu'on ne les accompagne pas. Il faut que les jeunes arrêtent de se dire si j'avais pu et qu'ils se disent si j'avais su. Et le savoir, c'est quelque chose qui se partage. C'est quelque chose de collectif. C'est quelque chose qui nous unit. Et on a besoin, tous et toutes, de s'impliquer pour ce partage, pour garantir qu'il y ait plus d'égalité des chances. Donc réussir, ce n'est pas que pour soi-même. Et entreprendre, c'est pas que lancer une start-up. Et ça, j'insiste beaucoup. Quand je parle de NS sur DOS à d'autres personnes, je dis toujours que c'est de l'entrepreneuriat social. Et ça me rend très fière de le dire. Parce qu'on a un schéma assez typique de l'entrepreneuriat. C'est créer de la valeur financière, monétaire. Oui, c'est bien, ça peut apporter quelque chose à la société. Mais pensons aussi à l'impact social, ce qu'on peut faire pour les autres, pour qu'ils réussissent, pour qu'ils se sentent bien, pour qu'ils trouvent leur juste place. Moi, je suis contente d'avoir réussi pour moi-même. C'est bien. Mais je me sens pas bien quand je vois que d'autres jeunes qui me ressemblent n'ont pas accès aux opportunités. Parce qu'ils n'ont pas de chance. Parce qu'ils n'ont pas grandi dans la bonne ville. Parce qu'on les a pas soutenus. Parce qu'ils n'avaient pas d'apport. On a besoin de les soutenir, ces jeunes. On a besoin qu'il y ait une diversité. Et pour ça, il faut entreprendre. Donc moi, je vous invite à entreprendre, à aller vers les autres, à créer des initiatives qui sont plus solidaires, à vous réunir avec vos amis, avec vos proches et à dire, OK, aujourd'hui, on va aller aider des gens. On va repenser à notre parcours et on va leur raconter. On va leur donner les bonnes astuces. On va leur donner les bons codes. On va transmettre. Parce qu'on ne vit pas en vase clos. La méritocratie, elle voudrait que tout le monde connaisse plus ou moins les règles du jeu, avant même de le jouer. Voire même des fois plus cyniquement qu'il suffirait, par la seule volonté, par la seule détermination de l'individu. Ce serait possible de transcender ces règles. Mais ces règles, elles sont injustes. Nous ne partons pas tous et toutes du même point de départ. Et ça, j'insiste sur ça. Le travail ne suffit pas. L'ambition ne suffit pas. Parce qu'il y a des fractures sociales, économiques, familiales. Parce qu'il y a des réalités qui sont dramatiques. Des problèmes physiques, un manque de moyens,
un manque de confiance, un manque d'entourage. En France, on ne valorise pas forcément ces petites difficultés. On aime bien quand les parcours sont lisses, mais ça ne correspond pas à la réalité des gens. D'ailleurs, moi, quand je dis que j'ai réussi, j'ai toujours un petit goût amer, parce que j'aurais pu aller plus loin dans mon parcours. Normalement, quand on me demande quel ENS j'ai fait, quand je dis Lyon, on me regarde toujours avec un peu de pitié. Parce qu'il y a mieux. Il y a Ulm, il y a Saclay. Et oui, peut-être que j'aurais pu faire mieux, mais j'ai pas de thunes. Et ça, je sais que mes parents ne seront pas très contents de l'entendre, mais je me sentais pas de prendre un prêt de 30 000 euros pour déménager à Paris. Parce que je savais pas si ça valait la peine. Personne m'avait dit si c'était rentable de faire des études là-bas. Maintenant, je le sais. Peut-être que j'aurais pu. Peut-être que j'aurais dû, non. Mais je ne savais pas. J'avais les capacités, mais j'avais pas les moyens. Et ça, c'est le cas de milliers de jeunes chaque année. Ils peuvent, en théorie, mais ils n'y vont pas. Ils n'y croient pas. Ils ne savent pas. Et c'est notre rôle à tous et à toutes d'accompagner ces jeunes, de dire, nous, on a cette chance d'avoir fait des études. C'est déjà un pas énorme. J'aimerais que vous réalisiez. C'est vraiment pas une de faire des études. Vous avez fait ce pas, vous avez franchi ce pas. Aidez les autres. Pensez-y. Et réussir, c'est pas juste briller pour soi-même. C'est rallumer le flambeau de l'espoir chez les autres. Merci.